Jusqu'à 40% de nos actions quotidiennes sont réalisées sans qu'aucune décision consciente ne soit prise. Hmm. Franchement, c'est un chiffre qui donne un peu le vertige quand on s'y arrête 2 secondes. C'est l'équivalent de passer presque la moitié de sa journée de travail ou même de ses soirées en famille en étant littéralement absent de son propre cerveau. Ouais, c'est exactement ça. Et dans la continuité de ce qu'on a pu explorer récemment sur notre environnement hyper connecté, tu sais, cette espèce de guerre permanente pour capter notre attention, cette statistique, elle pose vraiment une base cruciale pour notre discussion d'aujourd'hui. Complètement, c'est vraiment le cœur du problème. La surcharge mentale qu'on observe massivement aujourd'hui, c'est pas seulement le fruit d'un monde extérieur super bruyant, c'est aussi, et j'ai envie de dire surtout, la conséquence d'un mécanisme interne qu'on utilise tous en permanence. Le fameux mode pilote automatique. Voilà, le pilote automatique. Et l'enjeu de notre plongée d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce mécanisme. L'idée, c'est pas de le diaboliser, c'est plutôt de comprendre intimement pourquoi notre architecture cognitive, elle choisit par défaut la facilité. Ouais, pourquoi on choisit toujours le chemin le plus simple, quoi. C'est ça, comprendre comment ce processus biologique s'active complètement à notre insu, et surtout, quels sont les leviers pour consciemment reprendre les commandes, parce que je suis convaincue qu'on peut le faire. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça, parce que moi je suis fasciné. Ce pilote automatique, à la base, c'est pas censé être un mécanisme de survie. Si, totalement. Parce que, je veux dire, si on gère sa vie à 40% en pilote automatique, on pourrait se dire « waouh, c'est effrayant », mais d'un autre côté, c'est une fonctionnalité plutôt brillante, non? Ah, mais c'est une merveille d'optimisation biologique. Bah oui. C'est un peu comme, je sais pas, le correcteur orthographique d'un traitement de texte ou les processus en arrière-plan d'un ordi. C'est génial pour sortir les poubelles, mettre la clé dans la serrure ou faire le même trajet en voiture tous les matins sans même y penser. C'est clair. Imagine si tu devais mobiliser ta conscience pleine et entière juste pour lasser tes chaussures. L'enfer. La charge cognitive te ferait exploser en vol avant même de franchir la porte d'entrée. Il faut savoir que le cerveau humain, ça représente environ 2% du poids de notre corps, d'accord? Ok. Mais il consomme à lui seul près de 20% de notre énergie. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. La pensée consciente, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, gérées par le cortex préfrontal, c'est extrêmement coûteux sur le plan métabolique. Le cerveau, il déteste l'effort complexe continu. Parce que ça puise dans ses réserves, du coup. Exactement. Donc, pour survivre, il a développé cette capacité de déléguer toutes les tâches répétitives à une partie plus ancienne du cerveau, les ganglions de la base. C'est eux qui gèrent les habitudes. D'accord. Imagine un instant un monde sans ce mode par défaut. Pour répondre à un simple email banal, il te faudrait consciemment décomposer chaque mouvement de tes doigts sur le clavier. L'horreur. Alors, où est la lettre A? Voilà, littéralement. Analyser la syntaxe de chaque mot comme si c'était une langue étrangère. La journée serait littéralement intenable. Le pilote automatique nous sauve la vie sur les tâches routinières, en fait. Il préserve notre énergie pour les véritables urgences. D'accord, donc l'optimisation énergétique, c'est hyper logique. Mais c'est là que mon analogie du correcteur orthographique, elle montre vite ses limites, en fait. Ah ouais, comment ça? Le correcteur, il est parfait pour corriger une petite faute de frappe, mais tu lui demandes pas d'écrire l'intrigue d'un roman complexe à ta place, tu vois. Ah oui, très juste. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe avec notre attention aujourd'hui. Que se passe-t-il concrètement quand on laisse ce mécanisme, qui est conçu pour des tâches super basiques, comme lasser ses chaussures, prendre les rênes de nos relations complexes ou de nos projets de fond? Le système se retourne contre nous. Tout simplement parce que le contexte a changé beaucoup plus vite que notre biologie. Le pilote automatique, il devient carrément toxique dès l'instant où il se met à décider à notre place de ce qu'on fait de notre ressource la plus précieuse. Notre attention. Voilà, notre attention. Sans intervention consciente, la règle d'or du pilote automatique, c'est de toujours choisir le chemin de la moindre résistance. Ouais. Faut s'imaginer, notre cerveau a évolué dans la savane. Une stimulation inattendue, genre un bruit dans un buisson, ça signifiait un danger immédiat, un prédateur. Il fallait pas se poser de questions, quoi. Surtout pas. Il fallait réagir instantanément. Mais aujourd'hui, le buisson qui bouge, c'est la notification sur l'écran. Ah ouais? C'est le petit ding de la messagerie Slack ou WhatsApp. Le pilote automatique, il déclenche exactement la même réaction de survie. Il ordonne au cerveau de tout arrêter et de regarder tout de suite. Comme un réflexe pavlovien, en fait. C'est ça. Et l'esprit perd totalement sa capacité à faire le tri entre ce qui est réellement urgent, ce qui est profondément important à long terme, et ce qui est purement superflu. Et du coup, comme ce mode prend le relais par défaut face à la moindre difficulté, ça crée des situations du quotidien qu'on connaît absolument tous, des trucs super symptomatiques d'une attention à la dérive. Des situations un peu tragiques parfois. C'est ça.
Ouais, le grand classique absolu. Et tu te retrouves planté au beau milieu de la cuisine, le regard vide, en te demandant Attends, pourquoi je suis venu ici déjà ?» Ah, le fameux syndrome de la porte, l'effet de passage de porte. C'est un vrai truc, ça? Ah oui, c'est très documenté. C'est l'illustration parfaite du bug du pilote automatique en fait. Vas-y, explique. Eh bien, ton intention initiale, aller chercher un verre d'eau par exemple, c'était une pensée consciente, mais très fragile, et elle a été tout simplement balayée par un changement d'environnement, Juste en passant la porte. juste en passant la porte. En entrant dans la cuisine, le cerveau a reçu un efflux massif de nouvelles données visuelles. Le frigo, la lumière, la table. Et le pilote automatique a carrément réinitialisé la mémoire de travail pour s'adapter à ce nouvel espace. Et hop, fichier effacé. C'est fou qu'on soit aussi vulnérable à de simples changements de décor, franchement. Mais bon, ça s'arrête pas là. Il y a cette autre situation, tellement commune. Dis-moi. Être couché le soir. T'as les yeux rougis par la fatigue, t'en peux plus. Et pourtant, tu continues à scroller machinalement, en boucle, entre les mêmes 3 ou 4 applis. Oh oui, le fameux zombie scrolling. C'est une sorte d'état de transe hypnotique. Ou même le cerveau qui refuse obstinément de s'éteindre à un moment de dormir. Tu veux juste dormir, mais il a décidé arbitrairement que c'était le moment idéal pour, je sais pas, rejouer les frustrations de la journée ou anticiper les angoisses du lendemain. C'est épuisant. Le pilote automatique nous maintient éveillés avec un flux de pensées parasites qu'on n'a même pas invité. Ces exemples, ils mettent super bien en lumière les conséquences d'une attention qui n'est pas dirigée. Quand il n'y a pas d'intention claire de ta part, c'est l'environnement qui dicte l'action, ou tes pensées résiduelles. Ouais. Notre cerveau, il est câblé par des millénaires d'évolution pour traquer la nouveauté. Un visage sur un écran, une couleur super vive, un son inattendu. Tout ça, ça libère de minuscules gouttes de dopamine. Donc on scrolle pas parce que c'est intéressant. Pas du tout, hein. Ce n'est absolument pas parce que le contenu est pertinent pour ta vie. Tu continues de scroller simplement parce que ton cerveau cherche sa petite récompense neurologique à court terme. C'est le pilote automatique qui veut sa dose, pour éviter le vide. Ah, le vide. Justement, parlons-en du vide. Parce que ça m'amène à une contradiction qui me fascine depuis qu'on a commencé cette exploration. Je t'écoute. Pourquoi notre esprit est-il capable de produire des idées d'une clarté absolue, parfois même des traits de génie, quand on est tranquillement sous la douche, alors que ce même esprit se révèle totalement incapable de se concentrer sur un rapport important quand on est assis à son bureau? C'est vrai que c'est paradoxal. C'est le même cerveau pourtant. Et le rapport de bureau, il n'y a pas d'échéance immédiate, donc c'est tranquille. Mais impossible de s'y mettre. Pourquoi sous la douche on est des génies? C'est une super question. En fait, ça touche à ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut du cerveau. Ok, c'est-à-dire? Sous la douche, ton corps il est engagé dans une activité routinière qu'il maîtrise à la perfection, laver, rincer. Surtout, l'environnement est extrêmement pauvre en stimulation. Il n'y a pas d'écran, pas de notification, pas de collègues. Ouais, juste le bruit de l'eau, quoi. Voilà. Le pilote automatique, il gère la température de l'eau et les mouvements de tes mains. Et ça libère complètement ton espace attentionnel. Ton esprit, n'ayant plus besoin de scanner frénétiquement l'environnement pour chercher des menaces ou des nouveautés, il peut enfin vagabonder librement. Et c'est là que viennent les bonnes idées? Exactement. Il plonge dans les archives de ta mémoire, il crée des associations d'idées inédites. C'est un vagabondage qui est hyper positif et fertile. Alors qu'au bureau, c'est l'inverse absolu en fait. Ah bah oui, c'est le champ de mine au bureau. Face à ce fameux rapport de fond à rédiger sans date limite pour forcer l'action, la tâche elle est immédiatement perçue comme un énorme mur de complexité. Il y a une friction de dingue pour s'y mettre. Complètement. Et comme l'environnement moderne regorge d'échappatoires immédiates, la boîte mail ouverte, Slack qui clignote, un collègue qui passe, j'imagine que le pilote automatique y repère instantanément ces stimulations faciles, non? C'est exactement ça. Il nous pousse vers la distraction pour fuir l'effort cognitif. Le cerveau déteste la friction. Et d'ailleurs, cette fuite de la friction, elle s'infiltre même dans nos relations sociales. C'est ça qui est dingue. Ah ouais, comment ça? Fais le test. Dans une conversation aujourd'hui, c'est devenu hyper rare d'écouter l'autre jusqu'au point final de sa phrase. C'est pas faux. Dès que tu saisis l'idée générale de ce que l'autre dit, bim, le pilote automatique s'enclenche. Et tu commences à formuler intérieurement ta propre réponse, ton contre-argument ou la petite anecdote que tu veux absolument placer. Ah ouais, on n'écoute plus pour comprendre, on écoute pour répondre. Voilà. Écouter quelqu'un jusqu'au bout, accepter juste une seconde de silence avant de prendre la parole. C'est presque devenu un acte de résistance intellectuelle aujourd'hui. C'est vraiment s'opposer à la réaction immédiate. L'automatisme de la réaction au détriment de la réflexion. C'est vraiment ça qui rend cette dynamique problématique. Parce que les éléments les plus bruyants de notre quotidien
sont presque toujours les moins pertinents pour notre travail de fond. C'est le grand drame moderne, oui. Du coup, si notre environnement et notre propre biologie s'allient pour nous dicter nos actions par défaut, comment est-ce qu'on cartographie tout ce chaos pour reprendre les commandes? Pour imager ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que de comparer nos journées à la page d'accueil d'une plateforme de streaming, tu sais, genre Netflix. Oh oui, cette métaphore est tellement juste pour comprendre l'architecture de notre attention. Bah ouais. Quand on ouvre son ordi ou qu'on déverrouille son téléphone le matin, c'est exactement la même sensation que d'arriver sur l'interface de Netflix. T'as devant toi une infinité de vignettes, des dizaines de milliers de chemins différents qui s'offrent à toi en une fraction de seconde. Et le pilote automatique adore ça. Il l'adore. Et certains de ces chemins, si on clique dessus, ils vont nous apprendre des choses extraordinaires ou nous faire avancer sur des projets qui ont un vrai sens. Mais la réalité, soyons honnêtes, c'est que l'immense majorité de ce catalogue numérique, elle est conçue uniquement pour capter notre regard et nous distraire de manière stérile. Totalement. C'est de l'ingénierie de l'attention. Donc, comment on peut faire le tri là-dedans, sans se laisser hypnotiser par le bouton « Lancer l'épisode suivant de notre propre vie ». Eh bien, pour sortir de cette hypnose, il faut une grille de lecture hyper claire. Le moyen le plus efficace de structurer ce catalogue infini d'actions, c'est de diviser l'intégralité de nos activités en une matrice. Une matrice super simple à 4 cadrans. Ok, la matrice de l'attention. C'est ça. Ces 4 catégories, elles englobent absolument tout ce qui occupe nos journées. On y va. Le premier quadrant, c'est le domaine des tâches qu'on appelle productives et ennuyeuses. Ok, ça vend pas du rêve. Non, c'est clair. Mais c'est la fondation, le travail nécessaire, l'intendance, quoi. Ça inclut les réunions administratives obligatoires, le traitement de la logistique du quotidien, payer ses factures, faire les courses. C'est inévitable, ça fait tourner la machine, mais ça procure aucune stimulation intellectuelle en gros. Voilà, c'est le passage obligé. Ensuite vient le deuxième cadran. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. C'est les tâches productives et plaisantes. Le travail utile, le travail profond. Ah, Le vrai travail. exactement. C'est le domaine où l'on crée de la véritable valeur, où l'on peut entrer dans cet état de concentration intense qu'on appelle le flow. C'est des projets passionnants, l'apprentissage de compétences complexes, la stratégie de long terme. Et c'est là qu'il faut vraiment faire une pause, je pense. Parce qu'il y a un changement de paradigme fondamental avec ce quadrant. C'est-à-dire, Pendant très longtemps, et surtout dans le monde de l'entreprise, on a martelé que la productivité, c'était intrinsèquement lié à la douleur, à la corvée, tu vois. Si on transpirait pas sur un tableur Excel rébarbatif, on travaillait pas vraiment. le fameux il faut souffrir pour réussir ». Exactement. Mais ce quadrant numéro 2, il prouve le contraire. Il existe un état où le travail est à la fois hautement productif et profondément plaisant. L'accomplissement n'est pas synonyme d'ennui mortel. Mais c'est une confusion majeure dans notre culture, en effet. Le cerveau peut trouver un plaisir immense dans la résolution de problèmes complexes, à condition que l'attention soit protégée des interruptions. D'où l'importance de bloquer du temps pour ce quadrant. Exactement. Mais attention, la matrice ne s'arrête pas là. Et le troisième quadrant, c'est peut-être le plus insidieux de tous, les tâches improductives et ennuyeuses. Ce qu'on pourrait appeler le faux travail. Oh là là. L'illusion de la productivité, le présentéisme intellectuel. C'est fascinant parce qu'on s'y fait absolument tous prendre, sans exception. C'est le moment où, au lieu de t'attaquer au gros dossier difficile du quadrant 2, tu décides soudainement qu'il est absolument vital de réorganiser la structure de tes dossiers informatiques. Ou de trier tes mails à ordre alphabétique. Ou changer la police d'une présentation interne que personne ne lira jamais. Pourquoi on fait ça? Ça n'a aucune utilité, c'est assommant à faire et pourtant on le fait. On le fait par pur mécanisme de défense psychologique. C'est fou, hein? Le faux travail s'agit comme un anesthésiant face à l'angoisse de la page blanche ou face à une tâche trop complexe. C'est pour fuir la friction. Exactement! Le pilote automatique perçoit la friction du vrai travail et il déclenche une manœuvre d'évitement. Mais pour que tu ne culpabilises pas trop, pour ne pas que ton ego admette que tu es en train de procrastiner, il te dirige vers une activité qui ressemble à du travail. Ah, c'est brillant. Et diabolique. Le troisième quadrant, il te permet de te sentir bien fatigué à la fin de la journée, de justifier ta présence derrière l'écran alors que tu n'as produit aucune valeur réelle. C'est vraiment un compromis redoutable que l'ego passe avec l'ennui. C'est bluffant de voir à quel point on peut se mentir à soi-même. Et enfin, pour clore cette matrice, on a le quatrième quadrant, les tâches improductives et plaisantes. Bon, là, on est dans la distraction pure et dure, l'évasion assumée. Voilà,
Scroller sur les réseaux sociaux pendant 40 minutes, enchaîner les vidéos aléatoires sur YouTube, se perdre sur Wikipédia sans but précis. C'est le domaine de la dopamine hyper facile. Zéro valeur produite, mais zéro ennui non plus. C'est une surstimulation constante sans aucun effort requis de notre part. Et le pilote automatique adore ce quadrant. Donc si je synthétise un peu la mécanique de ce piège géant, l'ennemi numéro 1 de notre pilote automatique, c'est la friction. Oui. Dès que l'on doit affronter une tâche du quadrant 1, l'administratif ennuyeux, ou même s'attaquer à la montagne de concentration du quadrant 2, on ressent cette friction. Et que fait notre cerveau reptilien face à cette pression? Il nous propulse avec une force de gravité inouïe vers le quadrant 4, les distractions, ou le quadrant 3, le faux travail. Il réclame sa dose de confort, quoi. C'est exactement l'anatomie de la procrastination. Le pilote automatique nous protège de l'inconfort immédiat. Sauf que c'est une protection totalement empoisonnée. Ça vide nos réserves de temps et ça génère, paradoxalement, une anxiété de fond énorme parce qu'on sait qu'on n'a pas avancé. Ouais, on culpabilise à mort le soir. Bon, attends, la théorie est lumineuse. Cette cartographie, elle permet de mettre des mots très précis sur un mal-être concret. Mais soyons réalistes 2 secondes. Vas-y. En entreprise ou même dans la gestion d'une vie de famille, on n'est pas complètement maître de notre temps. C'est souvent la culture de l'immédiateté, la hiérarchie ou l'urgence d'un client qui dicte l'ordre du jour. Pas notre bonne volonté. C'est vrai. Est-ce que cette matrice des 4 cadrans, elle n'est pas un petit peu utopique quand on est bombardé de demandes sur 60 canaux différents toute la journée? Comment ceux qui nous écoutent peuvent l'appliquer concrètement, dès aujourd'hui, sans que ça reste juste une belle théorie sur le papier? Ton objection est parfaitement légitime. Il y a effectivement une grosse différence entre notre sphère de contrôle et notre sphère de préoccupation. On ne contrôle pas l'afflux des emails ni les directives du boss. En revanche, on a le contrôle sur l'espace qui sépare le stimulus de notre réaction. Et c'est là que cette matrice devient un outil très concret. D'accord. Comment on fait? L'application immédiate, ça consiste pas à annoncer à toute ton équipe que tu vas ignorer tes mails ou annuler tes réunions. L'action la plus directe, c'est de réaliser un simple exercice de conscientisation. Tu prends les tâches de ta journée et tu les répartis le plus honnêtement possible dans ces 4 catégories. Juste les noter, quoi. Le cerveau a besoin de se reposer, c'est normal de scroller un peu. Ça rassure. L'objectif, c'est vraiment de créer un électrochoc de conscience. C'est de voir de manière hyper tangible où se draine exactement ton attention. C'est rendre visible l'invisible, en fait. Exactement. Et c'est là qu'on réalise un truc profondément contre-intuitif. Souvent, on a peur que réduire la part du pilote automatique, ça veut dire devenir une sorte de robot obsédé par l'optimisation extrême, tu vois. Oui, le cliché du productiviste acharné. Mais en posant ces actions sur la matrice, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. C'est dégager de l'espace mental naturellement. En réduisant consciemment le temps passé dans le faux travail ou la distraction pure, on libère du temps pour les tâches nécessaires. Et surtout, on peut enfin aborder le vrai travail du quadrant 2 dans la sérénité. Sans attendre la terreur de la date limite, oui. Voilà, exact. Parce que si l'on ne décide pas intentionnellement d'allouer son attention, c'est l'algorithme d'un réseau social ou l'urgence artificielle d'un email qui le décidera à notre place. C'est la loi fondamentale de cette dynamique. L'intention doit toujours impérativement précéder l'attention. C'est une super façon de le formuler. Si l'attention est le moteur, l'intention, c'est le volant. Brûler du carburant sans tenir le volant, c'est épuisant et potentiellement très destructeur. Ouais, en tournant en très vite. Et si on prend un peu de recul, ça soulève une question d'une ampleur presque vertigineuse. La décision que l'on prend moment après moment de porter son attention sur une tâche ou de la laisser dériver, elle n'est pas anodine du tout. Non, ça construit notre vie entière, au fin de compte. Sur le long terme, oui, c'est la décision la plus lourde de conséquences qu'on prend chaque jour. La raison, elle est simple. Nous devenons littéralement la somme des choses auxquelles nous prêtons attention. Waouh. Notre identité, notre savoir, notre réalité quotidienne, tout ça, c'est forgé parce qu'on laisse passer le filtre de notre concentration. C'est hyper puissant, on dit comme ça. Et c'est peut-être la conclusion la plus percutante qu'on puisse en tirer. Ça donne une épaisseur dingue à de simples petits choix du quotidien. Ouais. Ça m'amène d'ailleurs à une toute dernière réflexion, pour boucler la boucle de tout ce qu'on vient de décortiquer ensemble. Tu sais, on a tellement tendance à se flageller. Ah, ça oui. Qu'on se dit souvent que notre cerveau est défaillant, qu'on manque cruellement de discipline, que notre pilote automatique est cassé parce qu'on n'arrive pas à se concentrer plus de 10 minutes sur un truc. Mais en réalité, il fonctionne à la perfection. La machine biologique, elle est intacte. Elle fait exactement ce pourquoi elle a été programmée. C'est ça. Le pilote automatique n'est pas cassé, c'est juste qu'il navigue en suivant une très mauvaise carte. Une carte complètement obsolète, remplie d'urgences factices, de récompenses faciles et d'illusions de travail. Une carte qui n'est plus du tout adaptée à notre environnement. Et si
Au final, l'acte le plus redoutablement productif qu'on puisse accomplir dans une journée, ça consistait pas à essayer de courir plus vite ou de rayer frénétiquement des lignes sur une to-do list sans fin, Mais plutôt, mais simplement à s'arrêter de courir, se poser en silence, juste 30 secondes, et redessiner sciemment cette carte avant de faire quoi que ce soit. Reprendre la main sur le volant, juste un instant. instituer une vraie pause stratégique, un sas de décompression entre l'impulsion et l'action. Absolument. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.